Bonjour à tous, on va se permettre de commencer. Donc, je me présente, je suis Elisa Romieux et je suis designer de service. Donc, on est vraiment ravis de vous accueillir en distanciel, mais quand même dans les locaux d'Étaline, qui est le laboratoire d'innovation publique de l'État en Pays de la Loire. Et donc, ces derniers temps, on entend parler d'expérimentation de plus en plus dans la fonction publique et on trouvait ça intéressant de croiser les points de vue sur 3 démarches expérimentales et de voir voilà, qu'est-ce que ce terme d'expérimentation qui est assez large et qui touche différents secteurs et comment est-ce qu'il a pu être mobilisé. Donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laure Caillé, François-Xavier Roche, Julien Meuniot et Marianne Kramer, mais je vais les laisser se présenter puisqu'ils le feront beaucoup mieux que moi. Bonjour, Laure Caillé, je suis conseillère mobilité carrière au sein de la PFRH des Pays de la Loire, donc qui est une plateforme RH, d'appui RH sur un périmètre régional et interministériel. Bonjour, pour le coup, François-Xavier Roche, chargé de mission placé auprès du préfet des régions des Pays de la Loire sur tout ce qui est transformation de l'administration territoriale de l'État. Bonjour, je m'appelle Marianne Kramer, je suis responsable du pôle installation classée à la préfecture de Loire-Atlantique. Et bonjour, je m'appelle Julien Meuniot, je suis adjoint au chef du service juridique de la préfecture de Loire-Atlantique. Donc avant du coup de partir sur des échanges entre nous, on va laisser chaque intervenant présenter rapidement l'expérimentation dont il va nous parler aujourd'hui. Et donc on va commencer avec Laure, si ça te va. Oui. Alors moi, je vais évoquer la période d'immersion professionnelle. Donc en tant que conseillère mobilité carrière, j'accompagne des agents dans leur projet d'évolution professionnelle, éventuellement de reconversion et donc de changement de parcours. Et donc il y a quelques années de ça, on s'était rendu compte que les périodes d'immersion professionnelle, donc les situations qui permettaient aux agents d'aller faire un stage d'observation de quelques jours dans un autre lieu et sur d'autres fonctions que celles qu'ils occupent, pouvaient contribuer à réfléchir, à valider ce projet d'orientation. Mais c'est quelque chose qui n'existait pas forcément partout, ou en tout cas pas dans tous les ministères au sein de la fonction publique d'État. Et pourtant, c'est vrai que c'est un dispositif qui permet vraiment d'aller vérifier sur le terrain que l'idée qu'on se fait d'un autre métier que le sien correspond bien à la réalité et que ça vaut bien la peine de s'y orienter. Donc, on a essayé de proposer au service de l'État, en fait, un kit qui permettait, alors qui comprenait d'une part un modèle de convention de stage type, et puis un certain nombre d'autres outils qui permettaient de faire le suivi de cette période de stage, aussi bien pour la structure d'accueil que pour l'agent et que pour la structure employeur. Mais un certain nombre de services trouvaient que ça manquait malgré tout d'un cadre réglementaire officiel, national. Et donc, nous avons à plusieurs reprises fait remonter cette demande au sein des services centraux qui sont en charge de la rédaction de cette réglementation. Et donc, depuis le 22 juillet dernier, la période d'immersion professionnelle est devenue un dispositif national que tous les agents publics des 3 versants peuvent solliciter auprès de leurs employeurs pour qu'on leur accorde la possibilité d'aller faire une période de découverte plus ou moins longue, donc entre 2 et 10 jours, au sein d'un autre service public, éventuellement d'un autre ministère ou d'un autre versant de la fonction publique, avant de décider s'ils souhaitent valider ce projet d'orientation et avant de décider éventuellement de changer d'employeur, de changer de métier, d'activité professionnelle. Voilà, donc ça a à la fois été une expérimentation qu'on a d'abord testée sur un périmètre nous local avec certains services, avant de devenir un dispositif national. Et puis c'est également une expérimentation pour les agents qui l'utilisent parce que ça leur permet d'aller tester un autre métier que le leur avant de se lancer et de s'engager dans cette voie-là. Super, merci beaucoup Laure. Du coup maintenant on va passer à François-Xavier qui va nous présenter 2 dispositifs.
Bonjour à tous. Donc sur la partie de gauche de la présentation concernant la DGD Bibliothèque, donc c'est un dispositif d'aide au financement en fait de bibliothèques auprès des collectivités. Donc un dispositif de subvention qui a fait l'objet d'une expérimentation de sa dématérialisation, puisque jusqu'à l'année dernière il était réalisé sous format papier avec des instructions partagées entre une direction régionale et puis les services de la préfecture de région sur bien sûr des sites distants et pour lesquels il était demandé dans les versions papier la transmission de par les collectivités d'autant d'exemplaires qui allaient être déployés entre les différents services et les niveaux d'instruction. Donc c'est un dispositif qui est intéressant pour les collectivités, mais qui mobilisait beaucoup d'exemplaires papier, de documents parfois complexes. Et cette expérimentation a visé à, d'une part, simplifier le plus possible avec les services métiers les interactions entre le demandeur, c'est-à-dire la collectivité, et le service instructeur de premier niveau, c'est-à-dire en l'occurrence la direction régionale des affaires culturelles, puis ensuite les services qui sont chargés de la mise en place du conventionnement, de la mise en place du paiement de ces subventions et également la simplification de tout ce qui est démarches autour et des matérialisations autour des interactions entre les services et également en matière de signature, de production, puis de mise en signature des documents. Donc j'ai décidé de vous présenter cet exemple-là parce que il image bien sur l'expérimentation la notion à laquelle on est attaché de pas à pas. On commence petit et puis si ça marche, on fait évoluer, on adapte pour que ce soit encore plus efficace, et puis après, on élargit. Donc c'est pour cela que on reviendra sur les échanges, mais c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple-là. Et puis de l'autre côté, là, on a développé donc une plateforme de réservation, comme il en existe sur Internet, mais pour permettre de gérer, de faciliter la gestion par les services qui étaient en charge de l'accueil des ressortissants ukrainiens en Loire-Atlantique, eh bien, leur faciliter la mise en appariement entre, d'une part, les logements qui étaient proposés par des bailleurs sociaux, des collectivités et également des particuliers pour héberger ces familles et des familles qui se présentaient à elles. Pareil, on est dans un dispositif qui, du coup, était traité avec des fichiers Excel à la main, beaucoup d'éléments de reporting, des bases de données assez compliquées. Donc là, l'idée a été de proposer avec une équipe pluridisciplinaire en mode agile, on y reviendra, un outil en quelques jours qui permettent de faciliter l'appariement sous format numérique de ces familles et puis des logements qui étaient mis à disposition tout en respectant le cadre de la RGPD. Voilà. Et ça, c'est un projet qui s'est développé, donc je vous le disais, en quelques jours, qui a été travaillé avec les services concernés par la gestion de ces familles, accompagné avec le niveau central, mais on verra que c'est un dispositif qui présente quelques surprises. Bon, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc, je m'en arrête là pour le moment. Mais il était intéressant de vous le présenter. Merci beaucoup. Et enfin, on va vous présenter, donc Marianne et Julien vont vous présenter leur projet dans le cadre de l'incubateur d'Étaline. Peut-être que je peux faire une petite présentation avant que vous commenciez. Donc en juin 2022, Étaline a lancé son incubateur de projet. Donc c'est aussi une expérimentation, c'est la première promotion. Et l'idée, c'est donc de pouvoir accompagner des agents publics qui rencontraient des problématiques au quotidien dans la mise en place d'une première expérimentation, d'un test, d'une piste de solution pour pallier à cette problématique-là. Et donc, il y a eu une dizaine d'intrapreneurs qui ont été accompagnés pendant 6 mois par un coach et par des journées, lors de journées thématiques, et qui, du coup, va se clôturer le 25 novembre. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez assister à la présentation finale sur YouTube en direct. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que Marianne et Julien ont fait équipe et vont vous présenter leur projet. Je commence très rapidement sur le fait que, voilà, avec Marianne, on travaille assez régulièrement sur les sujets enquête publique, hein, toi, du point de vue réalisation matérielle, et moi du point de vue des enjeux juridiques et contentieux. Et on est parti du constat, en fait, tous les deux, qu'on n'avait pas de solution interne au service de l'État et que on était obligé de recourir à des prestataires extérieurs, ce qui nous a conduit, en fait, à faire acte de candidature pour l'incubateur de projet, et
on est passé par une phase assez importante de définition des besoins, notamment, Marianne, si tu veux en dire un petit peu plus sur notamment l'identification des besoins liés en fait à tes équipes. C'était identifier les besoins pour mes agents pour leur simplifier le travail, les besoins aussi des partenaires extérieurs, enfin ceux qui participent aux enquêtes publiques, notamment les associations. On les a consultés. Donc vraiment, l'objectif du site, c'est d'améliorer la participation du public et avoir un outil interne au service de l'État et non pas recourir à des prestataires extérieurs. Bon, à ce stade, on est encore justement dans l'incubateur. Donc on est nous-mêmes en train d'expérimenter cette expérience qui nous sort de notre cadre de travail habituel. Mais on peut dire qu'on avance bien. Oui. Normalement, d'ici la fin du mois, on devrait arriver, on va dire, à une première solution, un premier prototype qui devrait nous servir de base pour pouvoir ensuite poursuivre notre expérimentation à une plus large échelle. Super. Et ben moi je trouve que malgré la diversité en tout cas de vos 3 projets, on perçoit quand même des similitudes dans les démarches. Et du coup, avant de laisser les questions au public, moi j'en avais quelques-unes à vous poser. Et la première, c'est est-ce qu'il vous semble nécessaire d'avoir un cadre pour pouvoir expérimenter? Je vous laisse la parole. Je sais pas qui veut commencer et se lancer. Moi, je veux bien, sur le dispositif de période d'immersion professionnelle, on s'est rendu compte que ce qui nous faisait défaut initialement, avant qu'il y ait ce décret, c'est justement ce cadre commun, réglementaire surtout, qui donne une base juridique aux employeurs qui allaient accepter que leurs agents partent sur un autre lieu que leur lieu de travail classique, ordinaire, habituel, pour se prémunir éventuellement de problèmes en cas d'accident, en cas de pépin, de dysfonctionnement quel qu'il soit, d'une part, et puis d'autre part, pour savoir comment ça se passait. On se rendait bien compte qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient suscitées. Est-ce que ce sont des agents qui doivent partir sur leur temps de travail? Est-ce que ce sera sur leur temps de congé? Est-ce que ça veut dire qu'ils seront rémunérés ou pas? Combien de temps est-ce qu'ils peuvent partir? Donc il y avait un certain nombre il y avait un cadre, voilà, qui manquait, beaucoup de questions qui se posaient, et quand les questions n'avaient pas de réponse, eh bien, on préférait plutôt ne rien faire que de partir un petit peu dans l'inconnu. Ce qui fait que ce cadre-là, il était vraiment indispensable, d'une part, pour que tous les agents puissent bénéficier d'un cadre commun et qu'il n'y ait pas de disparité de traitement dans la façon dont on pouvait les accompagner, et puis d'autre part, pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositifs-là, à la fois pour les structures employeurs comme pour les structures d'accueil. Allez-y. C'est sûr que le cadre il est nécessaire puisque c'est difficile d'agir comme ça à main levée. On est obligé de poser un cadre déjà pour dire quels sont nos besoins et ensuite une fois qu'on a mené cette expérimentation aussi pour en tirer les leçons en fait, avoir un bilan de l'expérimentation parce que sinon si l'expérimentation on la conduit mais qu'on ne l'évalue pas, ça sert pas à grand chose en fait. Si on en tire les leçons, tous les enseignements, ça nous permet ensuite d'envisager, on va dire, une extension du dispositif, de voir ce qui a fonctionné, ce qui a péché aussi, et de corriger. Il me semble quand même utile d'avoir des règles, même s'il ne faut pas qu'elles soient trop rigides non plus. L'expérimentation, justement, on sort du cadre habituel, donc il faut quand même qu'on soit protégé, mais qu'on nous donne la possibilité d'agir autrement, surtout dans l'administration où on est quand même souvent, on nous reproche de rester trop dans le cadre. Donc, il y a des dispositifs législatifs qui nous permettent de déroger pouvoir réglementaire sur un certain nombre de cas. Donc c'est vrai qu'on peut se l'appliquer d'ailleurs plutôt avec des structures privées. On n'a pas spécialement l'habitude de se l'appliquer à nous-mêmes pour travailler sur des sujets de transformation ou d'expérimentation de sujets. Mais n'empêche que sans un cadre un cadre juridique qui nous permette d'intervenir sur ces chantiers-là et de les lancer, c'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a aussi une autre dimension en matière de cadre qui est importante, c'est à rapprocher plutôt cette fois-ci de la notion de portage politique cette fois-ci
par une administration, un acteur qui va soit impulser le mouvement, soit permettre à cette idée du coup de s'émerger, parce qu'une expérimentation, elle va nécessiter des ressources humaines, éventuellement financières. Elle peut amener à faire évoluer des processus réglementaires parfois. Et c'est vrai que si on n'a pas et l'environnement juridique qui permet cette expérimentation et le portage politique pour l'amener en œuvre dans un environnement qui du coup accueillera ces expérimentations favorablement, c'est compliqué, on peut se mettre des bâtons dans les roues. Je disais, pour compléter, j'ai même un accompagnement aussi. Il faut un cadre aussi physique. Enfin, l'incubateur, ça nous permet d'avoir un rythme et de se dire, bon, bah voilà, même si on a nos missions quotidiennes, il y a une séquence où on est là, on travaille sur notre projet, même si on travaille à côté, ça nous donne du rythme, un accompagnement. Et c'est pour ça que même à la suite de l'incubateur, il faudrait continuer cet accompagnement tout de même pour pas baisser les bras et continuer l'expérimentation. Juste, je vois la question de Mathieu Clavier. En fait, tout ce qui concerne les services de l'État, le préfet, il dispose, on lui a conféré un droit à l'expérimentation. Et donc, il a la possibilité, donc on lui a donné un cadre national, juridique, réglementaire, un décret, je crois, qui autorise les préfets à déroger aux règles habituelles pour mener une expérimentation dans les domaines de compétences traditionnelles. Je crois que les collectivités locales également ont un droit à l'expérimentation. Donc c'est vrai que c'est un cadre général qui permet ensuite au préfet, par exemple, de dire je prends un arrêté pour dire je vais autoriser une expérimentation dans tel domaine. Et donc cette expérimentation, elle va porter sur tel territoire, elle va porter sur telle période, de telle date à telle date, on va mettre en place quelque chose qui sort de la règle habituelle. Et qui nous permet ensuite de voir si ce qu'on a mis en place, c'est pertinent, c'est efficient ou pas. Donc c'est ce cadre juridique qui est nécessaire en fait pour bien nous permettre de s'inscrire dans le contexte plus large du droit à l'expérimentation. Et je pense qu'à plus petite échelle, dans le cadre de l'incubateur, du coup, on a aussi cherché à créer un cadre, donc qui là est pas juridique, mais qui est, comme disait Marianne, sortir de son quotidien pour pouvoir à la fois dédier du temps sur des sujets sur lesquels on se serait pas forcément penché parce qu'on est pris dans le quotidien, et aussi d'avoir justement des outils à disposition qui permettent d'expérimenter, donc que ce soit des outils, on va dire, humains, donc un accompagnement de professionnels dans ces domaines-là, mais aussi un accompagnement petit, mais un accompagnement financier qui permet aussi justement de prototyper, de tester, et c'était aussi l'idée de l'incubateur, c'était d'apporter un cadre qui permet à ces démarches-là de voir le jour. Et puis c'est un poids vis-à-vis de notre hiérarchie pour dire ces journées-là, c'est dédié à ce projet, et ça nous permet aussi de se dégager du temps pour ce projet-là. Alors, oui, enfin il y a sur la méthodo, les collègues du lab parleront de la leur, mais même avant même l'évaluation des expérimentations, il y a le sujet de comment est-ce qu'on sélectionne ou on priorise les propositions ou les éléments, les actions d'expérimentation qui vont être accompagnées. Alors c'est vrai que on partage ça pour le coup avec les équipes du lab. On a un vrai sujet sur d'abord, il y a une méthodologie qui a été éprouvée, construite par le lab pour interroger la question et le projet porté par les personnes qui viendraient solliciter l'appui du cadre qui est évoqué à l'instant en matière d'accompagnement. Ça, c'est un premier. Ensuite, il y a des clés en matière de sélection sur l'expérimentation. Est-ce que elle a un impact fort en matière d'amélioration de la relation entre l'usager et les services publics, en l'occurrence les services de l'État ici. Est-ce qu'elle va améliorer sensiblement les conditions ou l'environnement de travail des agents? Et enfin, dernière clé avant-dernière clé, est-ce que quelque part elle améliore l'efficience de l'action publique, c'est-à-dire est-ce qu'elle permet aux services publics, en l'occurrence de l'État, de faire aussi bien ou mieux pour le même prix? Et puis, dernière clé qui est essentielle et qui là rejoint le propos que vous évoquiez, est-ce que cette action-là, elle présente un fort pouvoir de duplication ou d'extension à d'autres territoires? Si on répond oui à 2 ou 3 ou dans l'idéal même 4 de ces favorablement à ces 4 questions,
c'est une action qui va être accompagnée parce que la question est bonne, elle a un impact, et en plus, elle est duplicable. Voilà. Sur la partie évaluation, il faut pas avoir d'état d'âme. D'abord, je pense qu'il faut faire des évaluations au fil de l'eau. Parce qu'on peut, avec le droit à l'erreur sur une expérimentation, se rendre compte que l'idée elle était bonne, mais que l'environnement a peut-être changé, que du coup il faut débrancher. Et donc il faut débrancher au plus tôt possible s'il y a besoin de débrancher ce sujet-là. Et ça veut dire qu'on doit évaluer régulièrement ce programme. Ça, c'est un premier point. Et sur les méthodologies d'évaluation, les équipes d'Étaline compléteront pour ce qui les concerne sur les projets qu'on porte en matière de transfert numérique. C'est en lien direct avec les 3 premiers points, c'est-à-dire que si l'action qui a été portée concrètement, elle améliore pas la relation à l'usager, si elle améliore pas les conditions de travail des agents, si on ne, ça c'est une clé à laquelle je suis importante, on ne simplifie pas, du coup, on ne profite pas de cette expérimentation pour simplifier ces relations et les façons de travailler, on est passé à côté. Dans ces cas-là, le projet doit être pas forcément arrêté, mais au moins revu et être réorienté pour qu'ils prennent en compte ces éléments-là. Et c'est typiquement les exemples, tous les projets que je vous ai amenés relèvent de ces champs-là. Pour notre projet, parce que je pense que c'est du cas par cas aussi, c'est comme François-Xavier disait, c'est au fil de l'eau. Globalement, finalement, on revient vers les gens qu'on a interrogés initialement pour le constat de départ, en leur faisant part en fait des évolutions et de la solution qu'on propose. Et c'est vrai que c'est aussi avoir leur retour, leurs avis, ce que tu as fait très récemment justement avec tes agents ou avec des collègues ou des interlocuteurs extérieurs, de revenir en fait vers les personnes qu'on a interrogées initialement en leur disant voilà, vous nous avez dit qu'il y a un problème, on vous propose telle solution, maintenant on vous la soumet. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça va faire évoluer les choses? Auquel cas on va plus loin, ou au contraire, finalement, non, ça ne sert à rien. Donc c'est vrai que c'est important. Et pour répondre à la question, c'est combien de temps peuvent se libérer les agents pour travailler sur leur projet? Quels accords avec le responsable hiérarchique? Déjà, dès le départ, avant de s'inscrire, moi, j'en ai parlé à ma chef de bureau et je lui ai expliqué ce que ça impliquait, c'est-à-dire quand même de se dégager du temps. Alors, bien sûr, c'est du temps hors travail en majorité, mais parfois, quand il y a des entretiens avec les associations, quand je rencontre les agents ou même sur du temps avec notre coach, c'est sur du temps de travail. Mais ce projet, il a pour but d'améliorer aussi le travail des agents et de l'équipe. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une adhésion de la hiérarchie. Et puis on rentre dans un cadre, l'incubateur qui est porté par le secrétaire général aussi. Donc ce qui fait que les directeurs et les chefs de bureau s'associent pleinement dans le dispositif. Donc on revient à la question du portage aussi politique, parce que s'il n'y avait pas ce portage politique et si le projet n'avait pas pour objectif d'améliorer le travail de l'équipe, je ne suis pas sûre que j'aurais eu ce temps de travail libéré. D'où l'importance du cadre, d'avoir le cadre qui nous permet de le faire. Et justement sur l'évaluation, Laure, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place une fois que les agents ont justement fait leur période d'immersion? Comment est-ce qu'après ils sont accompagnés peut-être pour faire un bilan? Alors, les agents, en fait, peuvent disposer d'un guide qu'ils vont, avec un certain nombre de questions, auxquelles ils vont devoir répondre pendant toute la durée de leur période d'immersion. Et c'est ce questionnement qui va leur permettre de vérifier que c'est un projet qui les intéresse et qu'ils vont valider, ou bien que c'est un projet qui finalement ne correspond pas à l'idée qu'ils s'en étaient faite et qu'ils vont invalider. Et la question de l'évaluation, c'est vraiment... Alors là, on est vraiment dans quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire que même si au final le stage ne débouche pas sur un projet d'évolution professionnelle ou de reconversion, ça sera malgré tout une évaluation positive parce que, en tout cas, ça peut être une évaluation positive parce que cette période d'immersion aura permis de faire un choix éclairé. Donc l'évaluation, elle se fait surtout par ce que ça va avoir apporté comme élément de réflexion à l'agent durant sa période d'immersion. Tout à fait, c'est vrai que nous aussi, dans le cadre de l'incubateur, on a vraiment insisté sur le fait que toutes les solutions doivent pas forcément marcher en fait à la fin des 6 mois, mais qu'au contraire, on a aussi ce droit à l'erreur-là et que tout à fait, un projet peut être vraiment... avoir une évaluation positive sans avoir fonctionné, puisque justement, il aura aussi permis de ne pas dépenser d'argent, de temps, de ressources en personnel,
puisque on l'aura testé sur 6 mois, on aura dit bon non, finalement c'est pas forcément comme ça que ça doit se faire. Et donc voilà, nous aussi on a vraiment c'était dans le cadre aussi de dire on n'a pas forcément un besoin de résultats concluants, mais l'idée c'est vraiment de tester et au contraire de pouvoir voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Et puis les petits pas, c'est bête à dire, mais c'est vrai qu'on revient là-dessus parce que faut embarquer les responsables hiérarchiques. C'est pas toujours un sujet, notamment quand les services sont contraints en matière de temps. Il faudrait accepter, il faut que la hiérarchie elle accepte qu'on prenne un pas de côté pour tenter un sujet qui permet de gagner du temps, de la ressource, améliorer la relation à l'usager, tout ce qu'on veut, si ça marche. Mais on peut aussi se planter, et donc il y a une prise de risque aussi des managers par rapport à ça au départ. Et puis admettons que le projet fonctionne, il faut éviter, enfin moi j'y vois 2 écueils, il faut éviter l'effet tunnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir sur un projet, rien dire pendant 6 mois et puis ensuite sortir avec une solution auquel les agents ou les collègues ou les services ou les usagers ou les bénéficiaires, au sens large de l'outil ou de la proposition qui est faite, voient arriver un truc comme ça d'un seul coup auquel ils n'ont pas été associés dans la conception parce que derrière, le travail sur l'adoption c'est plus compliqué et ça peut poser des vrais sujets. Donc c'est plutôt du pas à pas. Et puis comme changer un système ou un outil, c'est quand même relativement compliqué. Le faire sur un périmètre isolé, avec une partie du problème global, avec des gens qui vont être moteurs, pour en faciliter justement ce travail d'expérimentation, et puis d'évaluer sur un petit périmètre, et ensuite retourner vers l'encadrement pour leur dire, vous voyez, ça marche. On peut peut-être étendre en allant avec un peu plus d'ambition et plus de moyens sur un champ plus large ou une durée plus grande. Ce sont vraiment des éléments qui sont importants. C'est pas toujours simple, parce que c'est vrai qu'on peut se libérer du temps, mais il n'empêche que notre charge de travail, elle reste la même. Et du coup, je pense que tous les deux, particulièrement depuis 5 mois, là, ça tire. Ça tire. Parce que on a notre activité principale, mais on a ce projet aussi derrière qui nous demande du temps, de l'énergie, et dans lequel on a aussi envie de s'investir, parce que voilà, on le veut bien, mais faut vouloir. Et justement, derrière tout ça, donc comme tu disais François-Xavier, derrière l'expérimentation, on retrouve souvent la question du passage à l'échelle, du déploiement. Et du coup, comment ça s'est passé pour vous, Laure et François-Xavier, et comment vous l'envisagez, Julien et Marianne, sur ce potentiel passage à l'échelle qui semble être le pas d'après l'expérimentation? En ce qui nous concerne, le passage à l'échelle nationale pour nous, puisque c'était plutôt cette échelle-là, dépendait pas tant de nous, mais plus, et on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'une volonté politique nationale. Donc il a fallu quand même que on insiste vraiment sur le besoin identifié sur les territoires, sur le fait qu'un certain nombre de services étaient réticents à se lancer dans ces dispositifs-là tant qu'il n'y avait pas un cadre national. Et puis la structure dans laquelle je travaille, ce sont donc la PFRH, c'est une entité régionale. On a des homologues dans toutes les autres régions qui faisaient les mêmes constats que nous. Donc on a été nombreux à remonter cette information jusqu'à ce qu'il y ait une volonté, vraiment au sein de l'instance nationale pour prendre du temps, parce que ça a quand même demandé énormément de temps de concevoir ce dispositif-là, de le valider d'un point de vue juridique, de rédiger un décret, de le faire passer devant toutes les instances qui permettent de valider ces textes-là. Donc ça demandait aussi beaucoup de temps et d'investissement, et donc il fallait vraiment que tout le monde soit convaincu de l'intérêt que ça pouvait prendre. Donc voilà, il y a vraiment un travail d'argumentation, d'explicitation, d'argumentation pour expliquer quels vont être les bénéfices d'engager autant d'énergie et de temps dans la mise en œuvre, dans le déploiement de ce dispositif. Pour nous, alors du coup, c'est vrai que j'ai des contacts avec mes homologues au niveau de la région pour promouvoir un peu ce site, même hors région. Et là maintenant, le nerf de la guerre, c'est l'argent. On a un prototype, oui, mais pour le déployer, il faut maintenant que ça sorte du prototypage et que ça devienne un site concret. Et pour ça, il nous faudrait la réaffirmation du portage politique pour avoir des soutiens financiers maintenant du ministère, je pense.
Et c'est sûr que on en revient à notre niveau, sur notre projet en particulier, la technique des petits pas. Donc du coup, c'est vrai que d'abord, effectivement, envisager un déploiement du dispositif à notre échelle départementale, même si tu as déjà pris des contacts, on sait qu'il y a un intérêt pour cette solution, il existe. Au niveau national. Et déjà au niveau régional Et et probablement au niveau national, puisqu'on vient juste combler un vide. Donc c'est ce point-là, en fait, qui l'appétit viendra en mangeant. Mais il faut de l'argent. Et toi, François-Xavier, du coup, donc, tu nous as présenté 2 projets tout à l'heure, et justement, en termes de passage à l'échelle, ils sont assez différents. Oui, ils sont assez différents pour le coup. Le premier, donc, le dispositif d'instruction des aides au bénéfice des collectivités pour les bibliothèques, en fait, c'est un dispositif qui comprend 8 catégories d'aides qui vont jusqu'à la construction de bâtiments du financement, la construction de bâtiments des bibliothèques sur plusieurs années. Le top du top en matière de complexité, de typologie de pièces à instruire, de plan de financement au truc le plus simple qui était, en gros, la collectivité achète des ordinateurs et étend ses horaires d'accès à son parc informatique. Et avec finalement 8 dispositifs pouvant accompagner les collectivités sur cette dotation. On est parti pour expérimenter la dématérialisation de cette démarche, sa simplification et sa dématérialisation de bout en bout, c'est-à-dire depuis la demande de la collectivité jusqu'au retour de la décision administrative qui a été produite sous format numérique, signée sous format numérique, engagée juridiquement dans les outils de financement et l'argent versé totalement dématérialisé. Donc on s'est attaqué à ce chantier-là, d'abord en travaillant avec les équipes métiers à la DRAC, en expérimentant la solution qu'on envisageait avec eux auprès de collectivités qui étaient bénévoles pour essayer la démarche avant qu'elle soit mise en ligne. Donc là, on était sur la phase d'expérimentation. Ils l'ont déployé pendant 1 an, le dispositif a fonctionné, donc c'est pour ça que vous voyez la DRAC. Alors il n'y a plus l'année, mais du coup c'était l'exercice 2022, celle qui est cachée par la diapositive, qui est dans le fond. Et puis du coup, cette année, pour 2023, les services ont travaillé de manière autonome. Donc, ils se sont réappropriés la démarche d'expérimentation et ils l'ont étendu à un deuxième dispositif, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus uniquement de l'acquisition des équipements informatiques, mais on va également sur le travail pour la construction et l'agrandissement ou la restructuration de locaux, donc on est passé carrément de l'autre côté. Et là, il y a une mise à l'échelle qui s'est faite, une extension du dispositif et une mise à l'échelle sur l'ensemble des démarches de ce dispositif, parce que les services utilisateurs, qu'ils soient en DRAC ou au SGAR, se sont rendus compte de l'intérêt de l'outil et de la démarche, parce que ça a été testé l'année dernière. Les collectivités ont dit on en veut encore, parce qu'entre transmettre un document une fois sous format dématérialisé sur une plateforme et le transmettre 3, 4 ou 5 fois sous format papier en accusé de réception à un service en DRAC pour qu'ensuite ces documents-là soient rebasculés entre directions régionales avec des docs qui se perdent, des travaux qui sont faits 4 fois, des parapheurs où on s'interroge parce que c'est aussi une réalité. Eh bien, forcément, tout le monde y préfère sous format papier, sous format numérique ou format papier. Donc là, on a un dispositif qui s'est étendu et qui a été adopté par l'ensemble de la chaîne des acteurs qui étaient mobilisés dessus. Donc ça marche. De l'autre côté, c'est un peu moins bon, mais c'est pour ça aussi que j'ai souhaité vous le présenter. Donc là, on a développé un petit logiciel, une petite plateforme qui permettait encore une fois, de faire de l'appariement entre des besoins et des demandeurs, parce que les services le faisaient sous format papier avec des fichiers Excel, mais c'était compliqué d'agréger la donnée et de la restituer auprès des administrations centrales. Bon, bah là, on a un dispositif, la plateforme fonctionne, elle fonctionnait, elle a été construite en mode projet en agrégeant des compétences du lab, de gestionnaire de base de données, de programmateur informatique, même d'État Lab en administration centrale, qui est une plateforme qui permet de lancer des expérimentations. Sauf que le projet, dans sa phase de déploiement, est arrivé à être en décalage avec en fait la réalité du portage politique et le besoin des services, puisqu'en fait la problématique de cet appariement entre les ressortissants et les logements n'était plus un problème. Et donc, le projet a été débranché. Alors le code est gagné, il est documenté, il peut être réutilisé, mais le projet a été débranché. Sauf que moi, j'ai aucun état d'âme à ce qu'il ait été débranché. On a bossé dessus
un mois de manière dense avec des équipes de manière très agile, service métier, service d'administration centrale, programmeur, designer, spécialisé base de données. Bon, bah, on a vu que finalement l'outil tombait un peu à l'eau. On l'a remisé et terminé, quoi. Mais on n'a pas passé 8 mois à bosser sur un projet, monter une usine à gaz, arriver devant des gens pour qu'on nous dise le problème n'existe plus depuis 6 semaines ou depuis déjà plusieurs mois. Voilà, donc il faut pas avoir peur, même si ça peut paraître frustrant, de voir un projet se cracher. Alors se cracher non pas parce qu'il n'est pas fonctionnel, mais parce qu'il n'est plus en phase avec le besoin de la situation. Et c'est pas gênant parce que sur la technique des petits pas, on l'a débranché quand on a allégé la charge de l'investissement, quand on s'est rendu compte que peut-être qu'il y aurait un sujet sur cette dimension-là. Puis quelques semaines ou quelques jours de travail dans un mois, on les a perdus, mais c'est pas gênant. Le code a été redistribué à d'autres structures, parce qu'on était sensible à ce que, pareil, ce qui soit produit par les services de l'État en matière de programmation puisse être redéployé, remis à disposition d'autres services s'il y avait un besoin. Donc ça resservira peut-être un jour pour autre chose. Voilà. Mathieu Clavier a posé une autre question. Sur les 6 mois, quelle proportion de temps était libérée dans l'activité? Je pense qu'on avait une journée par mois dédiée en général avec l'incubateur, ouais. Et ensuite 1 heure par-ci, 2 heures par-là. Avec le coach, des fois c'était des après-midi ou même sur le temps de pause déjeuner où on montait les questionnaires et tout. Donc après 2 jours par mois. Moi j'ai pas eu peur aussi d'aller voir ma responsable et de dire là cet après-midi-là il faut que je travaille sur le projet parce qu'on a un rendez-vous avec le coach, parce qu'on a une deadline. Donc c'est pour ça les 6 mois, alors moi je trouve ça court, mais en même temps ça nous oblige aussi à être réactifs et d'avoir des jalons. Et je glisse parce que ces expérimentations, celles qui sont à l'écran, notamment sur la DGD, elles ont amené, on s'est rendu compte que on pouvait aller un cran au-delà. C'est pour répondre à la question des 6 mois. On pouvait aller un cran au-delà d'ailleurs en expérimentant de nouvelles technologies. Je pense à des automates robots. Donc, si je reprends une image, c'est comme une super macro Excel ou Calc ou Writer, mais qui permet à quelqu'un, un automate, un robot, d'aller exécuter des tâches qui étaient faites de manière manuelle sur des applications par un utilisateur, comme on exécute des macros sous les suites Office ou Calc, par exemple. Et donc, de fil en aiguille, cette DGD, elle nous a amené à se dire on va peut-être tester des automates pour aider les collègues qui font que du copier-coller entre les instructions qui sont aujourd'hui produites sur ce dispositif dans des marches simplifiées et les bases de données qui permettent l'engagement juridique sur Chorus, qui est une usine à gaz de l'administration, pour obtenir les engagements juridiques, puis les crédits de paiement et donc, in fine, l'argent versé aux demandeurs. C'est des tâches qui sont un peu rébarbatives, où il n'y a pas de valeur ajoutée. Et donc, vous voyez, d'une expérimentation, on peut en déployer une autre. Et là, il y a des enjeux de montée en compétence des agents, en l'occurrence une petite équipe pour déployer ces automates. Et notre hiérarchie, je suis bien placé pour le savoir, parce qu'on aura fait la demande, a accepté le principe que, par exemple, sur le mois de décembre, comme c'est un enjeu structurant la montée en compétence sur l'utilisation de CRPI, j'ai 3 semaines, donc je vais me sanctuariser 3 semaines de mon mois de décembre pour uniquement faire que ça. Le travail va pas disparaître. Par contre, tout le monde sait qu'il va être déporté. Par contre, sur un temps très court, des équipes vont pouvoir monter drastiquement en compétences parce qu'on sait qu'une fois que cette montée en compétences sera faite, le retour sur investissement, le déploiement de ces outils dans un grand nombre de secteurs en faisant la démonstration qu'ils sont impactants par leur expérimentation sur le dispositif de la DGD, en fait, va nous permettre de gagner des dizaines, voire des centaines d'heures dans les 6 à 8 mois qui viennent. Et donc, on peut trouver des organisations de temps, parce que là, j'ai bouffé 3 semaines, quasi, in fine, sur une nouvelle expérimentation, mais ça semblait intéressant de montrer qu'on pouvait, du coup, tirer des pelotes comme ça. Et il ne faut pas hésiter à mobiliser du temps sur un temps très court, pour éviter l'essoufflement des équipes, et puis renforcer du coup l'attrait des nouvelles technos quand on peut être amené à les utiliser.
Mais par contre, ce que tu dis, c'est qu'il y a un accord de la hiérarchie pour dire, par contre, le travail, ça sera décalé. Oui. Voilà. On sait qu'on va se compter sur plein d'autres trucs. Voilà, mais par contre, c'est accepté. Mais oui. Voilà. Il faut ça aussi. Et justement, c'est ce que je disais au début, mais sur l'incubateur, nous, en tant qu'Étaline, on se teste aussi sur la démarche. Donc, pour cette première promotion, on n'a pas pu forcément mettre en place, comme ils ont chez Betagouf, de vraiment démobiliser les agents de leur fonction pour qu'ils se dédient pleinement à leur projet. Mais c'était aussi un choix de notre part de pouvoir faire en sorte qu'ils fassent ça en parallèle, parce que sinon, le va-et-vient est aussi intéressant. Mais effectivement, c'était une journée par mois, plus le temps de coaching et de travail personnel qui est forcément important. C'était un pari sur cette première promotion, et justement, on en tirera un bilan, des évaluations, et on verra comment est-ce que ça peut évoluer aussi peut-être sur les prochaines promotions. Mais c'est vrai que la question du temps libéré, je pense qu'elle est quand même très importante, puisque Laure, tu le disais aussi, c'était une question qui se posait avant que ce soit sanctuarisé. C'est que ces agents-là, sur quel temps ils prennent cette expérimentation, et que je pense que la question du temps revient beaucoup dans l'expérimentation. Et je pense du coup, ce serait important pour les prochaines promotions de présenter le dispositif aux responsables hiérarchiques pour qu'ils comprennent bien aussi que l'agent se dégage du temps, mais c'est pas pour ne rien faire, c'est pour un projet, c'est pour souvent lié en plus à la modernisation de l'action de l'État. Donc il faudrait porter pour que ça soit plus valorisé aussi. Il y a un gros enjeu de communication sur ces sujets-là. Donc les 6 mois, c'est uniquement pour une phase de développement de l'idée, puisque comme on continue à avoir notre activité en fait en parallèle, si on se dédiait pendant 6 mois qu'à ça, on pourrait envisager le développement, le test, le bilan. Là, on est vraiment sur le développement de l'idée, et à la fin en fait de l'incubateur, la question se posera de savoir est-ce que cette idée elle tient la route et on va plus loin, ou au contraire on s'arrête, stop ou encore. C'est avoir les soutiens. Voilà, et aussi, nous faut, là, je redis, soutien financier. En fait, effectivement, donc sur les 5 journées qui ont été dédiées à l'incubateur, c'était sur une première partie vraiment sur l'immersion, aller chercher, voir sur le terrain, rencontrer des gens, chercher à savoir comment ça se passe pour toutes les parties prenantes de l'idée, du projet, et ensuite avoir une phase de développement de l'idée, en tout cas de prototypage, de pré-prototypage de l'idée, mais pas de développement. Il y a des prototypes, d'ailleurs le vôtre est quand même bien abouti, et il y a une dernière journée effectivement sur le bilan de la démarche, donc comment est-ce qu'on a vécu, qui n'est pas encore passé, c'est pour ça, c'est jeudi, sur comment est-ce que les intrapreneurs ont vécu justement ces 6 mois-là, qu'est-ce que ça leur a apporté, quels bénéfices on peut en tirer dans notre quotidien, et puis aussi ensuite sur le jury final de passage à l'échelle, de bilan, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de ces prototypes-là, et qui peut nous aider à les mettre en place. Et moi, j'ai une autre question, justement, parce qu'on parlait tout à l'heure de bénéfices et de bienfaits de ces démarches-là, et selon vous, du coup, qu'est-ce que vous retenez comme bénéfice d'une démarche d'expérimentation ? Moi, l'incubateur, il m'a fait vraiment du bien. Alors, parce que c'est un espace où ça laisse place à la créativité, où on valorise les projets des agents et où on a le droit à l'erreur. C'est vrai que dans nos missions quotidiennes, on n'a pas le droit à l'erreur parce que ça impacte une collectivité, un exploitant. Là, on a vraiment un espace où on peut se tromper, en tirer des leçons, ne pas avoir peur de se tromper, faire marche arrière. Et c'est tellement rare, je pense que c'est même unique dans notre quotidien, que moi, ça m'a fait du bien, et ça m'a permis aussi de prendre du recul sur mes missions quotidiennes, de relativiser et de voir les choses autrement. C'est aussi un axe de modernisation de l'action territoriale, de l'action de l'administration en général, parce que nous on parle spécifiquement de l'administration de l'État, de ce qu'on connaît, mais pour quiconque travaille dans ce type de structure depuis quelques années, on n'est pas connu pour avoir une grande souplesse. Souvent, on évolue dans un cadre qui est très rigide, et on a toujours fait comme ça, on ne voit pas pourquoi on changerait. Et donc, du coup, avoir en fait ce type de dispositif nous apporte énormément de fraîcheur et permet aussi de s'interroger sur ses propres pratiques. En fait, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que globalement, finalement, on en est arrivé nous à faire cette proposition qu'on aurait très bien pu ne pas faire.
puisqu'on en a discuté, on s'est dit, allez, on tente l'expérience. Moi, je ne regrette pas du tout, hein, puisque justement, ça nous sort vraiment de cette routine, de ce train-train, de dire de toute façon, à quoi bon, puisque rien ne va changer. Et au contraire, en fait, on se rend compte que ça peut faire changer les lignes. Est-ce que notre projet va être retenu? Est-ce qu'il dépassera le cadre du département ou de la région? Finalement, peu importe. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que justement, on se met autour d'une table pour essayer d'évoquer en fait la problématique. On constate quelque chose qui dysfonctionne et à travers cet outil, je pense qu'on a réussi aussi à interpeller notre haute hiérarchie d'une manière qu'on n'aurait pas pu, on n'aurait pas pu avoir un accès au bureau, du secrétaire général, du préfet BIS, qui nous a reçus sur ce projet en disant qu'il lui plaît, qu'il a l'intention, on va dire, de le soutenir. Donc c'est vrai que c'est assez stimulant, surtout voilà dans le cadre d'une action publique qui parfois est rigide, avoir justement cette souplesse et cet enjeu de modernité, ça fait du bien. Et puis juste pour compléter, c'est vrai que nous, à la préfecture, on n'a pas l'habitude de travailler en mode projet. C'est très rare. Et là, ça fait du bien de voir qu'on peut travailler différemment. Et nous, on est de 2 directions différentes. Et ça aussi, c'est très rare en préfecture que les directions, que des bureaux de directions différentes travaillent ensemble. Et moi, je trouve que c'est une richesse. Et cette mixité-là, il faudrait l'étendre à d'autres sujets pour que vraiment on ait une culture au ministère de l'Intérieur et en préfecture de se travailler en mode projet, que les directions ont des enjeux qui peuvent parfois se regrouper et ça fait du bien de voir qu'on peut travailler différemment. Sachant qu'on est dans des structures très pyramidales où en général ça vient d'en haut et là pour le coup ça vient d'en bas. Donc du coup c'est assez habituel. C'est nous deux qui avons, on n'a pas forcément mis notre hiérarchie dans la boucle. Enfin, on n'a pas demandé l'autorisation en fait. On l'a informé. On a dit voilà, il y a un incubateur, on va faire acte de candidature parce qu'on a un projet et notre projet a semblé intéressé. Donc c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir cette possibilité de faire évoluer les choses et d'expérimenter en venant de ceux qui font. De la base, ce qui est d'habitude l'inverse. C'est ça. C'est quand même, c'est là où se trouve on sait ce qui marche et ce qui marche pas. Bah oui, mais c'est vrai que les viviers d'idées est intéressant, quoi. Souvent, ça vient dans l'endroit où on sait pas forcément ce qui marche et ce qui marche pas. Enfin, du point de vue, on va dire, de ceux qu'on les met dans le camp. Oui, après, bien évidemment, il y a une vision, on va dire macro qui est bien évidemment que nous n'avons pas nécessairement. Mais c'est enrichissant de se dire que ça peut aussi venir d'un autre point de vue. Et puis du coup, moi dans mon équipe, il y a des agents qui ont des idées, qui ont peut-être pas peur de franchir le pas, de s'inscrire en disant c'est pas parce que je suis catégorie C ou B que j'ai pas d'idée, que moi aussi je peux avoir une idée qui est bonne et donc je veux oser franchir le pas, quoi. Et au-delà de la démarche, toi alors par exemple, quels sont les bénéfices de ces expérimentations, de ces immersions dans le monde professionnel pour les agents que... moi, je trouve que je suis dans un contexte vraiment très différent et pour autant, je m'y retrouve dans ce que vous dites parce que je trouve que ça a fait bouger les lignes dans la fonction publique et spécifiquement dans la fonction publique d'État. Les agents publics, historiquement, on n'est pas habitué à être maître de notre parcours professionnel. Lorsqu'on est lauréat d'un concours, on est ensuite affecté sur un poste. Déjà, le terme en lui-même dit beaucoup. Et ensuite, moi, j'ai côtoyé des agents qui, tout au long de leur parcours professionnel, n'avaient jamais vraiment eu la main du poste sur lequel ils ont travaillé, des mobilités professionnelles, on les a affectés à différents postes. Là, avec cette expérimentation et ce dispositif, on va permettre à des agents d'être acteurs de leur parcours professionnel. On va leur permettre de sortir de leur service, on va permettre de leur sortir de leur administration d'origine, voire même de leur ministère et peut-être même de leur versant, et pourquoi pas ailleurs pour aller voir ce qui se passe ailleurs et se dire que c'est pas parce qu'on est agent dans un ministère qu'on doit y faire carrière toute sa vie. Et donc c'est aussi une façon d'envisager les parcours professionnels au sein de la fonction publique où les choses sont
historiquement encore très cloisonné, et même si ça tend à évoluer. Et je trouve que voilà, c'est vraiment un bénéfice de ce point de vue-là, de permettre à des agents d'être acteurs de leur parcours, de se poser des questions, d'aller tester avant de se lancer, et puis voilà, d'ouvrir un peu les chakras en se disant que il peut y avoir des choses intéressantes à vivre ailleurs que dans le ministère dans lequel on a passé un concours en début de carrière. Tout à fait. Et moi, dans vos 3 démarches aussi, en vous écoutant parler, je trouve qu'il y a une notion de simplification qui revient, donc simplification des démarches de votre côté. Et puis de ton côté, Laure, il y a effectivement la simplification de cette période d'immersion, mais aussi de justement faire bouger les lignes, simplifier aussi ces démarches-là. Et du coup, est-ce que pour vous, il y a un lien entre expérimentation et simplification, ou est-ce que ce sont juste les sujets qui font qu'aujourd'hui, sur vos 3 sujets, on retrouve cette notion-là en tout cas? C'est une question piège. La simplification, c'est le serpent de mer, hein, de l'administration. Hein. On sait bien que il faut simplifier. Non, mais c'est vrai. Alors, ce qui est quand même assez troublant, c'est que souvent, en voulant simplifier, on complexifie. Oui, donc, oui. Malheureusement. Après, effectivement, les enjeux de simplification, ils sont concomitants en fait d'une démarche qui veut améliorer les choses, en fait. Parce qu'on veut simplifier quoi? Là, nous, dans notre projet, on veut simplifier aussi le quotidien de nos agents. On veut simplifier l'accès à l'information. Donc, la simplification au sens large, c'est certainement un fil directeur, mais c'est aussi un des grands enjeux forts de la modernisation, en fait, de l'action d'administration. Donc, moi, je pense que oui, la simplification dans notre projet, bien évidemment. De manière générale aussi avec l'expérimentation, c'est aussi ça qu'elle va rechercher en fait, l'expérimentation. Simplifier les process, simplifier les modalités de traitement, c'est très important. Du coup, pour moi, dans la simplification, il y a se rapprocher du citoyen aussi, parce que nos procédures sont parfois complexes, et du coup, là, dans notre projet, c'est simplifier, mais aussi pour être plus compréhensif, être vraiment que les citoyens comprennent mieux aussi les procédures et comprennent mieux les projets et puissent vraiment participer pleinement à la prise de décision. Je pense que là, c'est peut-être parce que je travaille sur de l'optimisation de processus et c'est un chantier qui me tient particulièrement à cœur, mais c'est vrai que je ne peux pas penser l'expérimentation. Enfin, pour moi, penser la simplification, ça doit systématiquement être dans une case de notre un marqueur fort de l'action qu'on veut engager et sur lequel on veut lancer une expérimentation, parce que si une expérimentation doit arriver à ce que ce soit tout aussi compliqué, ou même pire, pour les bénéficiaires du dispositif, je pense qu'on est passé à côté de quelque chose, quoi. Donc pour moi, c'est une clé essentielle. Elle est plus ou moins facile à mettre en œuvre, voilà. Mais c'est un des éléments qui doit être vraiment structurant dans cette démarche d'expérimentation. Surtout à niveau local, ça peut être compliqué, parce qu'on se retrouve contraint par un cadre réglementaire supérieur, national, en fait. Et comme tu disais, à un moment donné, c'est compliqué d'agir lorsque au-dessus, on ne nous permet pas de le faire. Alors, agir dans le no man's land, c'est bien, mais c'est risqué. Donc, c'est là où le droit à l'expérimentation, pour le coup, tel qu'on l'a évoqué tout à l'heure, peut aussi donner un cadre juridique qui facilite ce type d'expérimentation et protège. Et clairement protège. Parce qu'expérimenter un dispositif, Et donc, je trouve que depuis tout à l'heure, on parle quand même de choses très positives et de démarches qui, même si elles n'ont pas forcément abouti telles qu'on l'aurait espéré, ce sont quand même des expérimentations qui ont permis de faire avancer les choses. Mais une démarche d'expérimentation, ça se passe pas toujours de manière très fluide. Donc, est-ce que vous avez rencontré des freins dans la mise en place de vos expérimentations? Et si oui, quels ont été ou quels sont les freins que vous rencontrez actuellement? Moi, je vais encore dire l'argent. Toujours, mais c'est une obsession. Vraiment, enfin, pour le coup, nous,
Enfin, ça va paraître, c'est l'amour est dans le pré, mais on s'est bien trouvés C'est ensemble. vrai, Et c'est vous vrai. nous... Non, c'est vrai. Non, mais dans notre On manière n'est de pas, penser, on n'est pas en fait. ensemble. Hein. On a une manière Mais, de penser qui, on n'aime pas perdre ouais, de temps, on va voilà. à l'essentiel. Et du coup, bah, ça a toujours été fluide. Vous nous avez trouvé une coach qui est qui exactement correspondait pareil, qui nous a parfaitement. bien Donc, perçu. vraiment, on n'a pas eu de frein. Mais par contre, là, je me retrouve face à un frein parce que, ben voilà, personnellement, j'ai pas 100 000 euros. Donc, de l'après. Et moi, j'ai peur de l'après et que là, on a un prototype. Tout le monde nous dit que c'est génial et tout, mais c'est un prototype, c'est-à-dire que c'est pas une version qu'on peut même tester, parce que c'est une version cliquable. Donc là, moi, j'ai peur de l'après. Donc j'espère qu'il y aura aussi un accompagnement encore. Et maintenant, concrètement, il va falloir aller taper au POC pour avoir vraiment un relais et de l'argent pour que ce prototype cliquable devienne un prototype vraiment qui puisse être testé là en Loire-Atlantique et vraiment que ça devienne du concret, quoi. Mais sinon, frein dans le projet, moi je trouve pas en fait. Non, enfin, frein après, un frein, mais on en revient à ce qu'on disait, c'est le temps, c'est la gestion du temps et la gestion d'une activité pro en parallèle avec ce type de projet. Après, c'est difficile de détacher un agent comme ça, à dire hop, quelqu'un d'autre va faire ton travail pendant 3 mois ou 6 mois pour que tu puisses. Non. Non, ils n'auraient pas voulu là. Donc c'était une solution qui nous a permis d'avancer. C'est peut-être un frein, voilà, objectivement sur l'avancée, sur le rythme auquel on va, parce qu'on n'est pas maître du calendrier quand on est justement sur des modalités comme celle-ci. Mais ça semble quand même être une solution qui ménage un peu la hiérarchie et l'agent et qui nous permet quand même d'avancer, de trouver un petit point. Mais effectivement, comme tu disais, c'est tout le problème en fait d'un incubateur, c'est qu'on n'a aucune certitude. Le projet il va ensuite être développé. Donc sans que ce soit un frein, du moins c'est un. Et c'est une peur aussi de l'arrêt brutal, parce qu'après on va se retrouver tout seul. Là, on était rythmé en fait. Et après le 25 novembre, j'ai un peu l'impression qu'on va être seul. Et c'est une incertitude. Ça me fait peur. Mais après, il faut trouver les bons relais. On saura taper aux bonnes portes. Tu me réconforteras. Mais bien sûr. Ne t'inquiète pas. Moi, je pense que le principal frein, alors l'argent en est un, ça c'est évident. C'est une vraie on a fait un peu d'ingénierie financière, ce qui fait qu'on a récupéré les sous pour nos donc projets. L'argent alors, donc on va aller te voir. C'est pour ça. C'est me tuer maintenant. La direction interministérielle de la transformation de l'action publique, elle avait des appels à projets, il y a des guichets, donc on peut monter des trucs. Et c'est vrai que c'est ce qu'on a fait sur les projets que je vous présentais tout à l'heure. Donc la ressource financière, pour nous, ça n'a pas été un vrai sujet. En tout cas, sur les sujets de transfert numérique. La vraie difficulté, la plus grosse pour moi, et elle se situe aussi bien vis-à-vis que moi, que les collègues ou collaborateurs avec lesquels on bosse, que les équipes qu'on a pu accompagner sur l'ensemble des projets depuis maintenant 3 ans, c'est en fait le poids de nos habitudes. Parce que, si je caricature, alors je me ferais peut-être jeter, mais tant pis. Ça marche pas très bien, c'est vrai. Et vous avez été courageux de ce point de vue-là, parce que il y a un vrai sujet. Et puis, de temps en temps, alors il y a 2 cas de figure. Ouais, mais alors, quand on arrive avec des propositions d'accompagnement au changement, si on n'est pas bon en matière de pédagogie et en matière de bénéfices induits que cela pour avoir au terme du projet, déjà c'est difficile. Parce que, nos interlocuteurs ne voient pas nécessairement là où on veut les emmener, et donc ça c'était un problème. Puis ok, ça marche pas si bien, mais ouais, quand même, pourquoi tout changer, je te dire, on fait comme ça, pourquoi tout changer pourquoi tout changer, donc ça c'est un vrai sujet. Alors par contre, à l'inverse, quand on a réussi à embarquer les gens et qu'ils sont satisfaits, comme l'APRA, je le disais tout à l'heure, vont d'eux-mêmes plus loin sur les chantiers, c'est super, mais pour moi le principal frein c'est vraiment le poids de nos habitudes, parce que même si on veut changer, et moi je l'ai vu pendant la crise Covid auprès de collègues sur d'autres projets qu'on n'a pas évoqués là, une situation ou un événement extérieur peut amener à nous contraindre et à changer nos habitudes, mais dès que ce facteur-là disparaît, assez rapidement on rebascule dans la façon dont on a toujours procédé de travailler, parce que c'est un réflexe et qu'on aime bien avoir cet environnement qui se répète. Donc pour moi c'est ça le principal frein, le poids de nos habitudes, et c'est difficile de le lever, parce qu'il faut sans cesse lutter contre, pour faire en sorte que ce qui est nouveau devienne une habitude, et c'est difficile.
D'autant plus, je pense, dans le cadre qu'on évoquait, qui est celui de l'administration, qui n'est pas forcément apte tout le temps au changement et qui ne voit pas forcément d'un bon œil à certains moments le changement, ou quand des agents, justement, comme vous qui êtes partis, devenir intrapreneur pendant 6 mois, comment est-ce qu'on est vu finalement par ses collègues, parce qu'on part une fois par mois. Il y a aussi cette question-là que nous, on s'est posée en montant l'incubateur, comment on en revient à la communication, mais il faut communiquer en fait auprès de, pas que de la hiérarchie, mais vraiment de tous pour montrer aussi, et je me pose la question moi-même dans l'immersion professionnelle, justement, comment est-ce qu'on n'a pas peur aussi de comment est-ce qu'on va être perçu en demandant d'aller faire cette immersion. Moi, ce que j'allais dire, c'est justement, je pense que c'est peut-être un frein auquel qu'il faut anticiper, c'est la communication, et je pense que ça va être le cas sur quelle que soit la forme de l'expérimentation et son contenu. Une fois que le dispositif est en place, la communication et la façon dont on va l'argumenter, la cible de notre communication, elle est essentielle, parce que il faut d'une part faire connaître le dispositif pour pouvoir le déployer. Donc il faut savoir expliquer les intérêts qu'il peut présenter, même pour des personnes qui n'ont rien à y gagner a priori, comme par exemple les personnes qui vont accueillir en stage des agents. Donc travailler sur cette argumentation pour expliquer l'intérêt que ça peut présenter pour toutes les parties. Savoir bien identifier auprès de qui on va communiquer, et puis il va y avoir aussi à faire accepter à la fois à son employeur et à ses hiérarchiques que on va prendre un petit peu de temps pour soi, pour faire autre chose que ce qu'on fait sur sa mission habituelle au quotidien. Et on en revient à la question du temps. Voilà, et donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion importante à avoir sur la façon dont on va présenter les choses, dont on va les expliquer pour que les gens adhèrent, d'une part, et puis pour faire connaître également les dispositifs et l'intérêt qu'ils présentent. Un autre frein en fait possible, même si nous pour l'instant on est au tout début de notre projet, c'est le portage sur le long terme de l'expérimentation. Parce que voilà, une expérimentation, comme je disais au début de notre intervention, elle part d'un constat, elle met en œuvre un dispositif, et ensuite elle doit procéder à une évaluation, à un bilan, pour voir. Et du coup, comme dans la fonction publique, on peut être amené à changer de poste avec une régularité de 3, 4, 5 ans, des fois, une expérimentation, ça peut être mené sur un temps long, donc un temps de 3 ou 4 ans, et la personne qui va avoir lancé le projet, finalement, ne sera plus la même. Et donc, du coup, il faut bien penser au stade où on lance ce projet, de s'assurer qu'il y aura quand même une continuité en fait dans le suivi, qu'il y aura quand même quelqu'un qui se l'appropriera et qui. Donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu en fait d'embarquer, on va dire, la hiérarchie dans l'histoire, la convaincre en fait de bien fonder un des dispositifs, c'est que justement elle a un intérêt à ce que cette expérimentation permette d'en tirer des conséquences pour ensuite faire évoluer ou pas, peu importe. Et donc je pense que c'est vraiment un des points de blocage en fait qu'il faut vraiment intégrer dès le début de sa réflexion, de penser l'après-soi en fait. Puis pour relier, il y a aussi un frein personnel, c'est-à-dire que contrairement à une entreprise privée, c'est-à-dire que nous on travaille pour l'État, on n'est pas propriétaire de notre idée. Et ça, c'était un frein pour moi. Non, mais c'était un frein pour moi de me dire que, oui, certes, j'ai l'idée, mais j'en suis pas propriétaire. Et on peut être dépossédé à tout moment. Voilà, après, c'est à l'État. Et du coup, moi, je me voyais déjà vivre en Californie, être multimillionnaire et tout. Et en fait, non, pas du tout. Donc c'est ça aussi, parce que oui, des grosses déceptions déjà, et puis c'est surtout de me dire oui, voilà, ça sera plus mon projet, quoi. Après ça va partir, comme tu dis, plus loin, quoi, sur la durée. Il y a une question de valorisation, en effet, je pense, de ouais, puis quand on conçoit, c'est comme, moi je le conçois comme un bébé en fait, finalement. Le temps de gestation est plus court, c'est sûr. mais n'empêche que on en parle souvent, du coup, et puis là après ça va plus être le projet de Marianne et Julien, ça va partir au-dessus, et il faut l'accepter, parce que sinon après on est frustré, et puis mais il faut savoir que quand on travaille pour l'État, on travaille gratuitement. Pas complètement. Non, mais on n'ira pas vivre en Californie. Tu peux, mais à tes frais. Voilà.
coup, je ne sais pas si Prestation dans les participants, certains ont des questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main si vous souhaitez qu'on vous donne la parole. Vous avez des questions entre vous, n'hésitez pas aussi. Moi, j'ai posé toutes les miennes. Et puis, s'il n'y a pas de questions qui vous viennent, et ben, moi, j'ai plus qu'à vous remercier d'être venu, d'avoir parlé de vos expériences respectives et de vos projets. Quelqu'un qui est en train d'écrire. Ouais, ça fait venir les questions en fait. Je continue à parler, comme ça vous avez le temps d'écrire. Et effectivement, je pense que l'expérimentation, c'est un sujet qui est très important, d'autant plus dans la fonction publique et qui a vraiment de longs jours de Montréal. Un remerciement. C'était très complet et très riche. Je vous le... Ça vaut toutes les questions. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir assisté à ces super échanges et puis vous pourrez les retrouver sur le YouTube d'Étaline si jamais un jour vous voulez y revenir. Si vous avez un mot de la fin, je vous le laisse. Et puis sinon, bonne fin de journée à tous et puis très bonne semaine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'organisation. Ouais, merci beaucoup. Bonne fin de journée.